Nous avons une information de dernière minute. Le camp iranien a commencé à attaquer des cibles américaines aujourd'hui. Ce matin, le président Trump, depuis le bureau ovale, se vantait un peu de lancer une 4e nuit consécutive de frappes, et tout le monde s'attendait à ce que ça arrive. Eh bien, apparemment, les Iraniens ont décidé cette fois de ne pas attendre d'être frappés les premiers, et il semble qu'ils aient porté le premier coup aujourd'hui. On peut imaginer que d'ici peu, peut-être même pendant qu'on est à l'antenne, les États-Unis lanceront leur frappe de riposte, ou peut-être leur première frappe. Ce n'est peut-être même pas une riposte, mais ça montre bien à quel point la situation s'envenime. Le cessez-le-feu est en gros terminé, et personne ne sait vraiment dans quoi on vient d'entrer. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie guerre là? Ou c'est plutôt « je te lance des pierres, tu m'en renvoies et on s'arrête là » Et surtout, dans quel but? Où est-ce que tout ça va nous mener? Bon, on va en parler un peu et on va aussi évoquer les conséquences au-delà de ce qui se passe quand des missiles tombent. Aujourd'hui, on retrouve Mike Adams, le fondateur des plateformes Brighteon, aussi connu comme le Health Ranger. J'adore ce surnom. On l'a déjà reçu dans l'émission et je suis ce qu'il publie sur X tous les jours. Vous pouvez d'ailleurs voir son compte juste ici. Mike, bienvenue dans l'émission. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle dynamique? Cette fois, au lieu d'attendre d'être frappé pour réagir, on a l'impression que les Iraniens ont pris les devants. Merci Daniel de m'avoir invité. C'est toujours un honneur d'être avec toi. J'apprécie vraiment ton émission. Et tu as raison, cette escalade dans laquelle nous sommes engagés va finir par avoir des conséquences catastrophiques pour le monde. Et aussi, au bout du compte, pour les citoyens américains. Je sais que c'est pour ça que tu voulais qu'on en parle aujourd'hui, donc on va entrer dans les détails tout à l'heure. Mais ce n'est pas un événement isolé, quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, sans nous concerner. Si on ne trouve pas la paix, si on ne rouvre pas le détroit d'Ormuz à un trafic normal, et par là, je veux dire, au moins 100 navires commerciaux par jour, pendant 100 jours d'affilée, si on ne revient pas à ce niveau-là, les conséquences pour le monde seront catastrophiques pendant des années. On va en parler. Oui, on le fera. Et franchement, j'espère que quelqu'un à la Maison-Blanche écoute cette émission parce qu'ils n'ont pas l'air de se rendre compte des effets cumulés de tout ça. Ils regardent juste les croix et les ronds sur leur tableau d'attaque. Combien de cibles? Point. Je viens d'avoir Larry Johnson au téléphone il y a quelques minutes. C'est un ancien analyste de la CIA, un ami de notre émission, et il m'a dit, écoute, son analyse est claire. Il y a en gros 1000 cibles différentes réparties à travers l'Iran qu'on essaye d'attaquer. Et avec ces frappes, par-ci, par-là, 80 ici, 100 là, 130 ailleurs, il dit que premièrement, ce ne sont pas des cibles très importantes, parce que toutes les cibles majeures ont déjà été traitées dans la première phase. Et surtout, celles qui comptent vraiment pour le contrôle du détroit sont souterraines. Donc, peu importe combien de cibles on touche, ça ne changera rien au fait que l'Iran contrôle le détroit. D'un autre côté, il a dit que l'Iran n'a qu'à tirer sur une dizaine de cibles générales, les 10 bases qu'on a là-bas, et qu'ils vont simplement continuer à les frapper. Et apparemment, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Gary regarde s'il y a des titres d'actualité là-dessus. Mais tout ça montre bien à quel point c'est vain. On va lancer des frappes du côté iranien, mais ça n'aura aucun effet sur le vrai problème, qui est de leur retirer le contrôle du détroit d'Ormuz pour qu'on puisse en fixer les règles. Et en retour, on se fait frapper sur des cibles qui sont toutes à découvert. Donc, à chaque attaque, c'est quelque chose d'important pour nous qui est touché. Et le plus grave, comme tu l'as souligné, c'est que ce détroit reste fermé. Oui, l'asymétrie de cette réalité militaire joue clairement en faveur de l'Iran.
et les États-Unis mènent un combat difficile. Je veux dire, réfléchissez-y. En ce moment, même d'après le secrétaire d'État Marco Rubio, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de revenir à la situation du Détroit telle qu'elle était avant que Trump ne lance cette guerre par choix. Pour beaucoup, ce serait déjà une victoire. Il suffirait simplement de rétablir cet équilibre. Et ça n'arrivera jamais en continuant à bombarder l'Iran ou en essayant d'envahir le pays, ce qui semble être, enfin, vous avez reçu des invités, vous avez fait des analyses là-dessus. On dirait que l'armée américaine est en train de préparer les conditions pour une possible tentative d'invasion terrestre, peut-être après les élections de mi-mandat, qui sait. Mais franchement, je ne vois pas comment ça pourrait être autre chose qu'une catastrophe en soi. À mon avis, la seule option ici qui serait à la fois une victoire pour Trump et une victoire pour le monde, et qui éviterait une famine massive en 2027 et après, ce serait que les États-Unis trouvent un moyen d'arrêter tout ça et de se retirer, laisser le Détroit fonctionner. Même si l'Iran veut prélever un péage d'1%, c'est quand même bien mieux que les 20% que je promettais hier. Voilà. Vous savez, il faut quand même rappeler qu'au 27 février de cette année, le Détroit était ouvert, sans aucun obstacle. Il y passait entre 100 et 130 navires par jour, comme tous les jours depuis des décennies. Aucun problème. Et puis tout à coup, voilà ce qui se passe. On a essayé les bombardements. Ensuite, on a tenté un blocus pour bloquer le blocus. Ça n'a rien débloqué du tout. Puis on a essayé le protocole d'accord. Et là, c'est parti vraiment mise. Si on s'était contenté de dire « OK, on a ce protocole d'accord, on a signé le document qui dit, au paragraphe 5, que les Iraniens peuvent gérer ce truc pendant 60 jours sans faire payer de péage, qu'ils décident comment ça va s'ouvrir et qu'ils ont 30 jours pour le mettre en place. Si on avait juste fait ça et qu'on s'était ensuite croisé les bras, eh bien on serait aujourd'hui autour de 50%, peut-être même un peu plus. Parce qu'on était monté jusqu'à un tiers avant qu'on commence à dire « Vous savez quoi, je vais ajouter quelque chose ici » avec ce corridor sud autour d'Oman. Et là, tout s'est emballé. Du coup, on a défait le peu qu'on avait réussi à faire avec ce protocole d'accord. Oui, très bien dit. Mais je veux aussi rappeler à vous et à votre public que même si on rétablissait le trafic maritime normal, il y aurait des effets à long terme qui vont clairement durer encore de très nombreuses années. Et je pense que le récit, la compréhension des conséquences de tout ça, doivent maintenant se concentrer sur les effets en aval de ce qui se passe en ce moment ou de ce qui a déjà été endommagé. Par exemple, le champ de Ras Laffan, au Qatar. Là-bas, il y a, si je ne me trompe pas, 14 unités de production de GNL. Ce ne sont pas des trains, mais des installations industrielles. 2 d'entre elles ont été détruites. Ça s'est passé il y a quelques mois, quand l'Iran a riposté et détruit 2 de ses trains de GNL. D'après Qatar Energy, les réparations vont prendre entre 3 et 5 ans. Donc même si Trump signait un véritable accord de paix et s'y tenait, ce qui paraît peu probable à ce stade, il faudrait attendre 3 à 5 ans avant de retrouver simplement ce niveau de production de gaz naturel. Et puis bien sûr, il y a les effets en aval. C'est d'ailleurs un des sujets dont je veux parler avec vous aujourd'hui. Par exemple, la production d'aluminium, qui dépend de cette énergie locale bon marché issue du gaz de ce champ. Donc si vous n'avez pas une production d'aluminium à grande échelle, bon marché et efficace, eh bien ça a des répercussions partout dans le monde. Sur la fabrication des avions, sur l'industrie automobile, ça touchera Tesla, ça touchera aussi la production de matériel médical et bien d'autres secteurs encore. Et tout ça, c'est sur une période de 3 à 5 ans. Mais il y a aussi d'autres effets à plus court terme, disons entre 12 et 18 mois. Par exemple,
la pénurie d'acide sulfurique qui impacte la production d'engrais phosphatés, ou encore la pénurie d'hélium qui est aujourd'hui bien pire qu'il y a 2 semaines parce que la Chine a annoncé l'interdiction d'exporter son hélium. Et si je ne me trompe pas, c'était le 2e plus grand producteur au monde. Et l'hélium entre dans la fabrication des microprocesseurs, Daniel. Et c'est là que Trump doit comprendre que ça risque de se retourner contre lui, contre sa présidence, et de façon sérieuse. Parce que la bulle autour du développement des infrastructures d'intelligence artificielle, beaucoup de gens disent qu'elle dépend de la possibilité d'acheter de la mémoire à large bande passante et des puces fabriquées grâce à la lithographie EUV qui utilisent de l'hélium. Sans hélium, on ne peut pas produire ces microprocesseurs et donc on ne peut pas alimenter la bulle de l'IA. Et à ce moment-là, on risque d'avoir une grosse correction du marché. Un crash des semi-conducteurs, par exemple, pourrait se produire. Et à quoi ça ressemblerait ça sous l'administration Trump? Au fait, on a une info de dernière minute. Gary vient tout juste de nous la transmettre. On en avait parlé ce matin, comme d'une possibilité. Et apparemment, c'est maintenant confirmé. Le protocole d'accord avec les États-Unis n'est plus en vigueur, selon le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Le Parlement avait annoncé qu'il voterait là-dessus ce matin. J'imagine que c'est fait. Et maintenant, la situation devient encore plus compliquée parce que même pour défendre le paragraphe 5, il ne semble plus y avoir de base solide. Quelles sont vos inquiétudes à ce stade? Quelle est à court terme la principale conséquence qui vous préoccupe? Est-ce que quelque chose pourrait déjà nous affecter, compte tenu de ce qui vient de se passer? Regardez les marges de raffinage sur les produits issus du pétrole, comme le diesel ou le kérosène. C'est ça ma préoccupation immédiate. Et je sais que le Dr Chris Martenson, que vous avez aussi reçu, partage cette inquiétude. Le diesel et le kérosène proviennent de raffineries conçues pour traiter des pétroles plus lourds. Et on ne peut pas simplement les reconfigurer du jour au lendemain. Donc, je ne dis pas qu'on va manquer de diesel partout, mais je dis qu'il est très probable qu'on connaisse une pénurie de diesel. On pourrait en arriver à un rationnement du diesel, mais ce qui est sûr, c'est que le prix du diesel va beaucoup augmenter. Les compagnies aériennes seront probablement obligées de réduire leurs vols. Ça pourrait aussi concerner le transport de fret commercial, le transport aérien, y compris des entreprises comme FedEx ou UPS et d'autres encore. En clair, tout ce qui circule par camion aux États-Unis, vos courses, les produits de bricolage, les matériaux de construction, les équipements médicaux, tout ça va devenir bien plus cher, simplement à cause des kilomètres parcourus sur les routes pour les acheminer. Et cette situation pourrait durer jusqu'en 2027, surtout s'il n'y a toujours pas de perspective de paix réaliste d'ici là. Et donc, je crois que... Enfin, je n'ai pas vu les chiffres d'aujourd'hui. En fait, je n'ai pas réussi à les trouver avant le début de l'émission. Mais quand j'ai regardé les statistiques d'hier, sur les 48 heures précédentes, aucun navire n'avait transité. Et cela, malgré ce qu'a dit le CENTCOM, malgré ce qu'a dit le président à propos du pétrole qui coulerait à flot. Aucun pétrole ne sortait du corridor sud. Et seulement quelques navires passaient par le corridor nord, celui qu'avait autorisé l'Iran. Donc même hier, c'était fermé. Eh bien maintenant, le président Trump a déclaré ce matin qu'il y avait un blocus. Il devait entrer en vigueur à 16 heures aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera le cas. Donc c'est dans environ 25 minutes. Mais voilà que maintenant, le côté iranien dit « Vous savez quoi? Peu importe tout ça. Disons simplement que le protocole d'accord est terminé. Donc rien ne va venir dire officiellement qu'il est terminé, mais pour eux, c'est fini. Nous avions,
Et je pense que vous l'avez peut-être vu, le professeur Morandi, hier, nous a expliqué ce que la partie iranienne comptait faire. Et cela a ensuite été confirmé par un responsable iranien. En gros, si les sanctions n'étaient pas levées, si les avoirs gelés n'étaient pas libérés, et si Israël ne se retirait pas du Liban, alors ils ne négocieraient même pas. Et maintenant, ils ajoutent à cela qu'il n'y a plus de protocole d'accord. Alors, où est-ce que ça nous laisse aujourd'hui? Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que la position de l'Iran est restée cohérente tout du long, alors que celle de Trump est partie dans tous les sens. Elle change tout le temps. En fait, sa demande d'un péage de 20%, annoncée hier, a apparemment déjà évolué aujourd'hui. Maintenant, il veut exiger un péage équivalent de 20% comme un investissement aux États-Unis. Peut-être que vous avez vu mon tweet à ce sujet, j'y disais « Comment le gouvernement américain compte-t-il percevoir des péages de 20% sur des navires en feu ?» Parce qu'il suffit à l'Iran de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, j'ai plaisanté en disant que, vu à quel point le détroit est étroit, à son point le plus resserré, où les eaux sont clairement territoriales pour l'Iran et Oman au sud, on pourrait acheter sur Amazon des drones grand public avec une portée suffisante pour atteindre les navires depuis la côte iranienne. Tu n'as même pas besoin de drones militaires. Ce sont des drones du commerce capables de voler sur une vingtaine de kilomètres. Rien d'extraordinaire à ça. Donc pour l'Iran, harceler des navires comme ça ne leur coûte presque rien. Mais pour l'armée américaine, défendre ces navires, ça coûte une fortune. Et à long terme, c'est tout simplement pas viable sur le plan logistique. Je veux dire, tu sais, Daniel, toi qui as servi, tu connais la logistique, les lignes d'approvisionnement, et à quel point c'est compliqué de maintenir une force avancée, une base opérationnelle avec toute la nourriture, le matériel médical, tout ce qu'il faut. On ne peut pas entretenir ça indéfiniment à l'autre bout du monde. C'est juste pas possible. Tu sais, je me souviens même d'un détail encore plus précis. Pendant ma dernière mission de combat en Afghanistan, en 2011, on avait un de ces postes avancés dans la province de Kunar. Il fallait mobiliser toute une brigade, une fois par mois, parfois deux, juste pour acheminer des ravitaillements jusqu'à cette base avancée. Et on devait forcément avoir une couverture aérienne, parce que les talibans contrôlaient tout le terrain de part et d'autre de la seule route qui permettait d'entrer et de sortir. On se faisait harceler en permanence, et parfois, on avait des pertes. Tout ça, simplement pour ravitailler une base avancée, pour qu'ils puissent continuer à recevoir du matériel. En réalité, ils ne faisaient rien de particulier. Ils étaient juste là. Et ça, c'est un exemple sur le terrain, à petite échelle. Maintenant, quand on parle de ce dont il est question ici, c'est des ordres de grandeur bien supérieurs. Et encore une fois, ça ne coûte rien. Tu parlais de l'incendie. Regarde juste cette courte vidéo-là. Il y a eu récemment une série de tirs iraniens contre des navires commerciaux. L'armateur néerlandais Stolt Tankers confirme maintenant que l'un de ses pétroliers, le Stolt Magenta, battant pavillon du Liberia, a été touché. Cela a provoqué un incendie dans la salle des machines. Et quand on observe ces frappes contre des navires commerciaux, ils sont souvent touchés précisément à cet endroit, ce qui montre la précision des tirs iraniens. Et ça continue encore. Et maintenant, il y a de nouvelles attaques, et certaines des frappes dont on parle. Eh bien, Mike, quand l'Iran tire, il touche sa cible. Et que ce soit des missiles du Hamas qui atteignent certains de nos centres de commandement et de contrôle, et tout le reste, où est donc passé ce fameux système de défense aérienne PAC-3 qu'on prétendait avoir? Parce que, pour l'instant, tout passe à travers. Oui, exactement. C'est là que se trouve le point crucial. L'Iran dispose désormais de la précision nécessaire pour que ses munitions puissent viser avec exactitude
non seulement des navires, mais aussi, comme vous l'avez mentionné, une installation IMARS. Je crois que c'était à Bahreïn, si je ne me trompe pas. Alors, ce que cela signifie, et permettez-moi d'ajouter une note un peu plus sombre à cette discussion, c'est que vous venez de montrer l'image d'un pétrolier en feu. Ce que votre public doit comprendre, et je sais qu'il le comprend très bien, car il est extrêmement bien informé, c'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours honoré d'être avec vous, c'est que l'infrastructure qui permet aujourd'hui à 8 milliards d'êtres humains de vivre, cette infrastructure est en train d'être démantelée. Elle est en train d'être détruite. Cette infrastructure ne peut pas être réparée du jour au lendemain. On a déjà parlé du champ de Ras Rakan, de la perte de gaz, mais il y a aussi ces pétroliers, comme ceux que vous venez de montrer. Quand on transporte du gaz naturel liquéfié, du pétrole ou d'autres matières explosives qui peuvent facilement s'enflammer et détruire tout le navire, eh bien, en tant que propriétaire ou assureur du bateau, on ne prend aucun risque. On ne va même pas passer près de l'Iran s'il tire des fusées ou des feux d'artifice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme on dit à la station-service, on ne fume pas près de l'essence. On n'a pas envie que tout le navire parte en flammes. Et si ça arrive, dis-moi Daniel, combien de temps faut-il pour construire un super pétrolier? Combien d'années dans un chantier naval, hein? Et combien de chantiers comme ça on a dans le monde? Pas assez. Pas assez pour reconstruire. Si on commence à perdre des navires, on perd aussi des infrastructures. On perd des champs pétrolifères. Et ces champs-là subissent des dégâts chaque jour où ils ne pompent pas, à cause de ce qui se passe quand la boue de pétrole reste sur place, se mélange à l'eau, à la paraffine et à tout le reste. Donc chaque jour qui passe, Daniel, chaque jour où ça continue, on crée un impact qui va durer des années et qui va détruire la capacité d'un certain nombre d'êtres humains à vivre sur cette planète. Voilà où on en est. Oui, d'accord. Et j'aimerais qu'on parle un peu des problèmes plus importants qui se profilent, surtout sur cette question d'approvisionnement, parce que c'est un de vos points forts ici. Mais je me demande si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Je ne vous ai pas prévenu à l'avance, donc je ne sais pas si c'est vraiment votre domaine. Mais je sais que l'un des sujets évoqués quand le blocus a été mis en place, en fait, dès le début de la guerre, c'était que dès que plus aucun navire ne pouvait sortir, il y a eu ce gros problème de pétrole bloqué. Parce que tous, l'Iran, le Koweït, l'Arabie Saoudite, tout le monde a eu des difficultés, ou presque tout le monde. Ils ne pouvaient plus continuer à pomper au même rythme, parce que leur réservoir au sol était plein et qu'ils n'avaient plus de navires pour stocker le pétrole. Donc, ils ont dû tout arrêter. Ensuite, il y a eu le protocole d'accord et on a dit qu'on allait relancer la production. Alors, ils ont recommencé à tout remettre en marche. Et maintenant, tout à coup, c'est de nouveau à l'arrêt. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des problèmes que ça peut poser pour l'industrie elle-même? Le fait de pomper du pétrole, puis d'arrêter, puis de redémarrer et d'arrêter encore. Qu'est-ce que ça provoque dans le système? Eh bien, c'est bien connu dans l'industrie pétrolière. Quand un puits reste inutilisé, même pendant une courte période, parfois seulement quelques jours, parfois plusieurs mois, on commence à perdre une partie de sa production à long terme, de façon permanente. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas avant d'essayer de le redémarrer. Et quand on essaie de le redémarrer, on commence à voir quel débit on obtient, quelle pression il faut appliquer. Combien faut-il injecter dans ce champ pour en extraire quelque chose? Il faut se rappeler que beaucoup de ces champs en Arabie Saoudite aujourd'hui sont des champs à faible débit. Ce ne sont plus des champs à haut rendement.
Ce ne sont pas des champs vierges qui crachent du pétrole gratuitement partout. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus d'efforts pour extraire le pétrole qu'il y a quelques décennies. Quand ce pétrole reste sur place et ne bouge pas, il commence à se mélanger, notamment avec de l'eau. J'ai parlé tout à l'heure de paraffine. Il se mélange aussi avec la roche et d'autres éléments parce qu'il est beaucoup plus difficile à extraire. Et dans bien des cas, la qualité du pétrole est aussi plus faible, ce qui demande plus de raffinage et plus de traitement. Mais il y a autre chose. Tu te souviens, Daniel, quand le Qatar a essayé de redémarrer Ras Laffan, l'une de ses unités de gaz, il y a quelques semaines, eh bien, ça a explosé, ça a tué plusieurs personnes et tout a sauté. Ah non, j'avais pas vu ça. Non, c'est une nouvelle pour moi. Oui, c'est étrange que cette info soit passée aussi vite. Au début, certains ont cru que c'était peut-être du sabotage israélien ou iranien. Mais selon le Qatar, c'était juste une erreur. Ils ont essayé de rallumer l'installation, ça a explosé et c'est fini. D'ailleurs, je suis sûr que Gary peut trouver un rapport là-dessus. Je n'invente rien, ça s'est vraiment produit et le Qatar l'a annoncé officiellement. Voilà le problème. Quand on a arrêté toute cette production de gaz, je parle de gaz liquide, pas de pétrole, quand on ferme une installation comme ça et qu'on essaye de la redémarrer, les pressions, les flux, la dynamique, les tuyaux, les raccords, tout ça devient extrêmement dangereux. Tout a envie d'exploser. C'est fou. C'est ce que je veux dire, Daniel. Notre monde, et je ne veux pas plomber l'ambiance, j'enseigne la préparation, j'enseigne comment survivre à tout ça. On peut s'en sortir. Mais le monde, dans son ensemble, est bien plus mal en point, oserais-je dire, que la plupart des gens ne l'imaginent. Je voudrais revenir sur cette question du diesel que vous avez évoquée il y a un instant, parce que le docteur Chris Martenson, que vous avez mentionné, dit que c'est encore plus grave. Selon lui, la Russie est passée d'un énorme exportateur net de diesel, de kérosène et d'essence à un importateur, à cause de ce que fait l'Ukraine avec ses frappes à longue portée, menées avec l'encouragement, le soutien et le ciblage tactique des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. Il explique que la Russie ne crée plus d'offres pour le monde, elle crée de la demande, et il affirme que la crise énergétique est pire qu'on ne le dit. Et maintenant, il faut ajouter d'autres problèmes dans ce commerce. Alors, à quel point cela risque-t-il de devenir sérieux? Et est-ce qu'on peut surmonter ça rapidement? C'est un problème très sérieux. Le docteur Chris Martenson a tout à fait raison. Les gens devraient suivre son travail, il fait des recherches remarquables. Et ce qui se passe, c'est exactement comme vous l'avez dit. L'Ukraine, avec l'aide des pays européens qui fournissent ces drones, et sans aucun doute des États-Unis, grâce aux images satellites et à la sélection des cibles, parvient à frapper les raffineries de pétrole en Russie. Parce que la Russie, c'est immense, n'est-ce pas? C'est un pays géographiquement gigantesque. On ne peut pas protéger chaque mètre carré du territoire contre les drones. Et les raffineries sont dispersées un peu partout dans le pays, très régionales. Résultat, beaucoup d'entre elles ont été endommagées, et pour certaines, les réparations vont prendre des années. Pour certains, ce sera une question de mois, mais pour d'autres, d'années. Du coup, la Russie comblait le vide en fournissant le surplus de pétrole qui manquait dans le Golfe Persique, notamment à des pays comme l'Inde et la Chine. Maintenant, ce surplus est lui aussi sorti du marché en même temps. C'est donc un double choc pour le système énergétique mondial. Comme l'a dit Matt Bracken dans un message aujourd'hui, c'est devenu une guerre de l'énergie. Oui, une véritable guerre de l'énergie. Peut-être même que ça l'a toujours été. Parce que l'énergie, c'est l'étranglement du monde. Et pensez à ça, sous Trump, l'OTAN est en train de détruire la capacité de raffinage de la Russie, alors qu'il y a encore quelques mois, il la suppliait d'avancer. Il levait les sanctions contre elle. Je n'ai pas compris ça.
ça m'a vraiment laissé perplexe. On lève les sanctions, puis on les remet, alors que le flux continue. C'est un peu comme si la main gauche ne savait pas ce que fait la main droite. Ou alors, est-ce que tout ça est encore relié au cerveau? Je suppose qu'il faut se poser la question. Ça montre bien à quel point la situation est désespérée, surtout à cause du manque de pétrole lourd, comme celui qui vient de l'Oural, en Russie. Et il ne faut pas oublier non plus les champs gaziers, notamment ceux de Yamal, dans le nord-ouest de la Russie, qui sont essentiels pour l'approvisionnement mondial en gaz. Mais en détruisant les raffineries russes et en continuant d'alimenter la guerre dans le détroit d'Ormuz, ce que l'Occident a fait sous Trump, c'est créer un double choc dans la circulation énergétique mondiale. Et si tout ça a été fait pour essayer de nuire à la Chine, alors c'est la décision stratégique la plus stupide qui soit, parce que la Chine disposait de plus d'1 milliard de barils de réserves stratégiques, et elle ne fait que puiser dedans. La Chine n'aura aucun problème de production pétrolière pendant longtemps. Ceux qui vont le plus souffrir, ce sont les pays dépendants de l'énergie occidentale, comme la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. Et puis, tôt ou tard, le coût, l'inflation, va frapper les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et toute l'Europe de l'Ouest, qui semble engagée dans une sorte de mission suicidaire, en coupant elle-même son approvisionnement énergétique depuis des années. C'est une autre histoire, mais la situation est grave pour l'Occident. La Chine peut s'en sortir, la Russie aussi, et la Perse, l'Iran également. Si Trump voulait faire la guerre aux 3 grands empires historiques du monde, la Chine, la Russie et la Perse, il perdrait face aux 3. Parce qu'ils peuvent être autonomes. Avec la question du diesel, avec tout ce dont parle le Dr Martins, tout ce dont vous parlez ici, quels outils, quelles solutions de contournement, peu importe. Le marché mondial a-t-il pour essayer de jouer un peu à cache-cache? On déplace un peu ici, un peu moins là, un peu plus ailleurs, et on redistribue tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres réservoirs de stockage? Qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer le problème? Qu'est-ce que fait l'industrie pour atténuer le problème? Eh bien, comme vous le dites, la réserve stratégique de pétrole se vide très vite. Chris Martenson a publié récemment un rapport où il explique qu'en gros, le tampon qu'on a sera épuisé. Je crois qu'il a dit en octobre. Et encore, il est plutôt optimiste. Ça pourrait ne pas durer aussi longtemps. Ce qui est clair, c'est qu'aux États-Unis, l'essence ne devrait sans doute pas manquer parce qu'elle provient surtout du type de pétrole qu'on produit chez nous. Mais le vrai problème, c'est le diesel et le kérosène. Comme je l'ai déjà mentionné, les conséquences sont très larges. Et honnêtement, il n'y a rien qu'on puisse faire à l'intérieur du pays pour régler ça. C'est pour ça que je parle des effets en cascade de cette situation. Oui, on a du pétrole. Mais ce n'est pas le bon type de pétrole. Et on n'a pas la capacité de raffinage nécessaire pour produire assez de ces produits afin de faire tourner l'économie comme on en a l'habitude. Donc, au bout du compte, Daniel, ça veut probablement dire une déclaration d'urgence énergétique nationale, suivie, à mon avis, de l'application du Stafford Act, avec des éléments du NDAA mis en place par Obama, qui permettent d'autoriser d'autres lois comme le Stafford Act, puis le rationnement. Le rationnement, oui. Donc rationnement du diesel, une certaine quantité pour les agriculteurs. Et si vous n'en avez pas assez pour récolter vos cultures, eh bien bonne chance. Une quantité de diesel pour le transport, une autre pour l'armée, et ainsi de suite. On pourrait vraiment se retrouver avec un rationnement du diesel imposé par le gouvernement avant la fin de l'année. Alors bien sûr, la Maison-Blanche va vouloir repousser tout ça. Disons, je ne sais pas, au-delà du 3 ou du 4 novembre, quelque part par là, et ils s'en inquiéteront plus tard. Parce que, pour moi, et c'est là ma question plus précise, même avec la Russie,
qui devient maintenant importatrice nette de diesel, est-ce qu'il y a encore assez de réserves dans les cuves et assez de flux déjà en circulation dans les systèmes pour que, peut-être pendant encore 1 mois ou 2, même avec le détroit à nouveau fermé, on ne s'en rende pas vraiment compte? Ce sera peut-être un peu plus cher, 4 ou 5 dollars. C'est douloureux, c'est désagréable, mais ce n'est pas paralysant et il y en aurait encore assez pour tout le monde. C'est bien de cette période-là qu'on parle. Oui, tu as raison. Ce ne sera pas catastrophique aux États-Unis avant quelques mois. Mais justement, c'est là que réside le danger. Les gens se disent « tout est disponible aujourd'hui, donc rien de grave ne va arriver ». Le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas ces chaînes d'approvisionnement très longues, ni les délais, ce qu'on appelle la longue traîne du risque dans ces chaînes. Et ce n'est pas seulement le diesel, c'est aussi l'hélium, c'est aussi la naphta, indispensable pour les plastiques d'emballage alimentaire, c'est l'acide sulfurique. Et on n'a même pas encore vraiment parlé des engrais, l'urée, le phosphate ou encore l'azote. Je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, parce que je ne connais pas bien le sujet, et j'aimerais que vous m'éclairiez, ainsi que notre public. Vous avez parlé du problème de l'aluminium et du fait que ça risque de poser des difficultés, même pour les constructeurs automobiles ou d'autres secteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce problème? Eh bien, la production d'aluminium demande énormément d'énergie. C'est pour ça qu'une grande partie de la production se fait aujourd'hui au Moyen-Orient. Il y a bien sûr d'autres sites dans le monde, notamment en Russie, et au moins une usine aux États-Unis qui fonctionne encore. Mais c'est un processus extrêmement énergivore. Donc quand on n'a plus le gaz naturel bon marché, avec l'abondance qu'on connaissait encore avant la fin février, il devient tout simplement impossible de produire de l'aluminium à un coût raisonnable. Je crois d'ailleurs que le prix de l'aluminium a déjà dépassé les 3 500 $ la tonne, ou peut-être même 3 800. Il faudrait que je vérifie. Mais ça a augmenté bien plus que 10%, et ça va continuer à grimper tant que les pénuries dureront. Et Daniel, c'est essentiel de comprendre que même si on a des réserves stratégiques de pétrole, on n'a pas de réserves stratégiques pour des choses comme l'aluminium, les engrais, l'hélium, le naphta, le polyéthylène ou l'acide sulfurique. Il n'existe pas quelque part une réserve d'acide sulfurique dans laquelle on pourrait puiser. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et quand ces produits que je viens de citer viennent à manquer, les effets en chaîne deviennent rapidement catastrophiques. Par exemple, l'imagerie médicale, tous les appareils d'IRM qu'on utilise dans le pays, ils ont besoin d'hélium. Pas d'hélium, pas d'IRM. Ah vraiment? Je ne savais pas ça. Oui, c'est ça. Et aussi la production de microprocesseurs et l'analyse de masse en laboratoire. J'ai mon propre labo. On fait plusieurs analyses par spectrométrie de masse. En mars, j'ai acheté une réserve d'hélium pour 1 an et tout le monde me demandait pourquoi. Je leur disais, faites-moi confiance, vous verrez bientôt pourquoi. Vous verrez. Voilà. Donc j'ai ces énormes réservoirs d'hélium, de grandes bonbonnes qui arrivent sur un gros camion avec un hayon élévateur et tout le reste. Ouais. Peut-être que je ne devrais pas dire ça publiquement, mais j'ai probablement plus d'hélium que presque n'importe quel autre labo au Texas. Peut-être que le gouvernement viendra me le confisquer sous le NDAA. Donnez-nous votre hélium. Bon, parlons plus de ça. Ouais, d'accord, un peu tard pour ça. En attendant ce jour-là, j'ai beaucoup d'hélium. Mais on ne peut pas faire des réserves de tout comme ça. Et en tant que pays, on n'a pas ces stocks. Passons à un autre sujet, peut-être encore plus crucial. Vous l'avez mentionné plusieurs fois ici. C'est celui des engrais. Voici ce que disait il y a quelques jours l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Crise dans le détroit d'Ormuz.
la pénurie d'engrais aura un impact sur la prochaine récolte et sur les approvisionnements alimentaires. Le directeur général de l'organisation a souligné aujourd'hui que la pénurie mondiale d'engrais, provoquée par les perturbations dans le détroit d'Ormuz, entraînera une baisse des rendements et une tension sur les stocks alimentaires dans la seconde moitié de l'année 26. Donc, c'est encore un de ces points dont vous parlez. Il se peut que rien ne change d'ici la fin de l'été, que les choses restent comme elles sont. Mais à partir de la fin de 26 et en allant vers 27, là il y aura un vrai problème. L'agriculture fonctionne selon un calendrier de culture qui ne peut pas être repoussé, a-t-il expliqué. Les engrais doivent être appliqués à des moments précis du cycle de production. S'ils n'arrivent pas à temps, et j'ajouterai en quantité suffisante et à un prix abordable, les rendements baissent, quoi qu'il se passe ensuite. Quelles sont vos inquiétudes concernant les engrais? C'est là que les choses deviennent vraiment graves, partout dans le monde. La famine touche déjà de nombreux pays, surtout en Asie du Sud-Est, mais aussi certaines régions d'Afrique subsaharienne. La famine, en réalité, est déjà inévitable. Des dizaines de millions de personnes vont se retrouver dans des conditions de famine d'ici 2027, si l'on regarde la situation actuelle. Et chaque jour où Trump poursuit cette guerre, la situation s'aggrave encore. Il y a évidemment plusieurs raisons à cela. Mais la première, c'est qu'il existe déjà des populations marginalisées qui ont du mal à accéder à la nourriture au quotidien, dans des pays comme le Yémen, incroyable mais vrai, ou la Somalie. Et cela va aussi toucher l'Inde, où le gouvernement subventionne les engrais pour permettre aux agriculteurs indiens de produire assez de nourriture pour nourrir plus d'1,3 milliard d'habitants. Il faut énormément d'engrais et le prix normal de cet engrais sur le marché est tout simplement hors de portée pour les agriculteurs indiens. Donc le gouvernement le subventionne, mais aujourd'hui il doit en payer le prix fort, ce qui coûte une somme énorme à l'État indien. Alors il faut bien comprendre qu'il existe deux filières distinctes de production d'engrais, et c'est essentiel de les distinguer, surtout en lien avec le golfe Persique. La première, ce sont les engrais azotés issus du procédé Haber-Bosch, où l'on utilise du gaz naturel pour extraire l'azote de l'atmosphère. L'air que nous respirons contient environ 79% d'azote, mais il est lié sous forme de N2, c'est-à-dire deux atomes d'azote associés entre eux. Pour casser cette molécule d'azote, il faut une pression énorme, des centaines d'atmosphères et une chaleur très intense. Ce procédé permet ensuite de briser l'azote et de le combiner à d'autres éléments que les plantes peuvent absorber, parce que les plantes ne peuvent pas simplement utiliser l'azote de l'air. Ça ne marche pas comme ça. Le procédé Haber-Bosch est extrêmement énergivore. C'est ce que faisaient des entreprises comme BASF en Allemagne avant la destruction des gazoducs Nord Stream. Elles utilisaient le gaz russe bon marché pour extraire l'azote de l'atmosphère et produire des engrais azotés comme l'urée et d'autres formes qui nourrissaient l'Europe de l'Ouest. Eh bien, cette époque est révolue et maintenant, elle va disparaître pour une grande partie du monde. Mais ensuite, il y a la filière de l'acide sulfurique pour les phosphates. Quand on extrait du sol une roche riche en phosphate et qu'on veut produire un engrais à base de phosphore, comment on récupère le phosphore contenu dans la roche? Il faut un acide fort. On doit littéralement baigner la roche dans cet acide. Et cet acide, c'est de l'acide sulfurique qui est produit comme sous-produit du pétrole extrait du golfe Persique, parce que ce pétrole était, entre guillemets, acide. Qu'est-ce que ça veut dire acide? Eh bien, ça veut dire qu'il contient du soufre. Donc il faut retirer ce soufre. On se retrouve alors avec d'énormes tas de soufre d'un côté. Ensuite, on transforme ce soufre en acide sulfurique. Et c'est cet acide qu'on utilise pour extraire le phosphore de la roche phosphatée. Et puis, il y a l'autre type d'engrais,
l'azote et le phosphore. Ces deux chaînes d'approvisionnement sont complètement détruites en ce moment. Ce qui veut dire que le monde va, pas chaque pays, mais dans l'ensemble, le monde va connaître la faim. Ou, pour le dire autrement, les 8 milliards de personnes qui vivent aujourd'hui et qui mangent encore en grande partie la récolte de l'an dernier ou les cultures de printemps de l'hémisphère nord vont découvrir, en 2027, qu'il n'existe plus d'infrastructures capables de produire la nourriture nécessaire pour nourrir 8 milliards d'êtres humains. Et à partir de là, la seule question, c'est de savoir quels pays connaîtront la pire crise en premier et combien de personnes mourront dans ces pays. C'est très clair, c'est bien la situation à laquelle nous faisons face. Laissez-moi vous poser une question. Une fois que ces crises commencent à se manifester, est-ce qu'il existe des solutions de contournement? Par exemple, se dire « bon sang, il faut rouvrir le détroit au plus vite ». Quel est l'impact durable une fois que ça commence à se produire, comme vous le décrivez? Encore une fois, la reprise va être longue, 12 à 18 mois pour des produits comme l'acide sulfurique. Donc on va perdre une année entière de plantation. Et le message que vous avez montré tout à l'heure explique bien qu'il faut appliquer ces engrais à des moments très précis. Rappelez-vous qu'on parle de pays comme le Bangladesh, par exemple. Les périodes de culture là-bas sont très différentes de celles de l'Amérique du Nord. Et même en Amérique du Nord, les calendriers varient, évidemment, à cause de la différence de latitude. Autrement dit, chaque mois qui passe, quelque part dans le monde, un pays doit planter sa nourriture avec l'engrais approprié. Nous avons eu beaucoup de chance en Amérique du Nord parce que pendant la saison des semis de printemps que nous venons de traverser, la plupart des agriculteurs ont pu obtenir la majorité de leurs engrais. Donc en réalité, nous avons assez de nourriture aux États-Unis jusqu'à l'automne. Mais la vraie question, c'est la saison des semis d'automne. Quelle quantité d'engrais sera disponible pour les agriculteurs américains? Si cette disponibilité baisse, même de 50%, cela veut dire que les cultures d'hiver ou selon la région, celle du printemps, eh bien elles seront directement touchées. Parce que par exemple, au Texas, où je me trouve, il y a 2 saisons de culture. Et puis il y a le blé d'hiver qui pousse dans le Montana, et ainsi de suite. Mais selon les saisons, on va commencer à voir une baisse de la production alimentaire plus tard cette année. Et ça va continuer jusqu'en 2027, même en Amérique du Nord. Ça va entraîner plus de pénurie alimentaire, pas une famine de masse aux États-Unis. Je ne dis pas qu'on va se retrouver dans un scénario à la Mad Max avec du cannibalisme partout, mais il y aura des millions d'Américains en plus dans les files d'attente pour la nourriture. Et ça, ajouté à la hausse du prix du diesel, qui augmente le coût du transport des aliments, va faire exploser l'inflation alimentaire comme on n'en a jamais vu. Et je suis presque sûr que Trump nous dira encore à ce moment-là que les œufs sont moins chers, tout en ignorant tout le reste qui coûte 2 fois plus. Oui, et c'est là que les problèmes commencent. Trump a été étonnamment efficace pour manipuler les marchés et le prix du pétrole sur le papier pendant tout ce processus. La dernière fois que j'ai regardé, il était encore dans les $70, ou peut-être dans les bas 80 maintenant. Ce qui est bien en dessous de ce que tous les experts, y compris Chris Martinson, que j'ai reçu dans mon émission il y a un peu plus d'un mois, disaient. Selon eux, le prix devait être bien plus élevé, parce que ce signal-là, c'est ce que les gens doivent voir pour comprendre comment leur consommation doit évoluer. Mais avec ce mauvais signal, la consommation ne change pas. Et du coup, paradoxalement, on en utilise encore plus. Et maintenant, si on se retrouve plus tard dans une situation où il n'y en a plus du tout, là, on va vraiment être dans le pétrin. Et comme pour tout ce genre de choses, j'ai l'impression qu'on parle de la quantité physique d'un baril de pétrole,
du diesel, des engrais, de l'hélium ou de l'aluminium, peu importe. Ces problèmes vont finir par se manifester. Et quand ils vont apparaître, on ne pourra plus les masquer. On ne pourra plus prétendre que les prix sont bas alors qu'ils sont déjà très élevés. À ce moment-là, il sera trop tard pour corriger le tir. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Tu es en guerre contre les molécules ou alors contre le tableau des éléments. J'ai récemment reçu Tucker Carlson dans mon émission et il a vraiment beaucoup d'humour. Je lui ai raconté ce que je vais te dire maintenant. On a inventé un nouveau jeu. Au lieu de pierre, feuille, ciseaux, on a pierre, feuille, ciseaux, pétrole. Et le pétrole bat la feuille. Donc tu peux toujours essayer de recouvrir tout le pétrole avec du papier. Hein? Je vois ça. Exactement. Tous les contrats papier du monde, qui ne sont en fait qu'un pari sur le prix futur du pétrole, ne tiendront pas face à une vraie pénurie de pétrole, une pénurie physique, des molécules même de pétrole et de tous les produits dérivés dont on parle, comme le diesel. Donc, et d'ailleurs peut-être que ces traders en pétrole, peut-être qu'ils sont juste crédules. Ils croient que chaque fois que Trump dit qu'il y a la paix, ou que l'Iran veut absolument conclure un accord, il l'a dit quoi? Une 50aine de fois. Eh bien, si tu fais du trading en te basant là-dessus et que tu es assez naïf pour y croire, tu vas vendre le pétrole à découvert parce que tu penses que les prix vont baisser. Et ça devient une prophétie autoréalisatrice pendant un très court moment, jusqu'à ce que la pénurie réelle arrive. Et là, ceux qui parient à la baisse se font complètement balayer et perdent tout, surtout s'ils sont endettés. Même le docteur Martenson a été surpris que le prix du pétrole soit resté aussi bas aussi longtemps, et moi aussi, je dois dire. Mais on sait tous les deux que ça ne peut pas durer éternellement. Tôt ou tard, et sans doute dans les prochains mois, le pétrole reviendra à un prix qui reflète vraiment l'équilibre entre l'offre et la demande. Et ce prix-là, c'est clairement bien au-dessus de $100 le baril, voire, selon certains experts, plutôt entre 150 et 200. Donc ça, c'est sûr, ça va arriver. Oui, et comme tu l'as dit, il n'y a tout simplement pas moyen d'y échapper. Les molécules sont ce qu'elles sont. On ne peut pas les tordre, on ne peut pas les maquiller, elles vont s'appliquer, point. J'imagine qu'on va devoir attendre et voir comment tout ça va se passer ici. La dernière chose dont je voulais te parler, parce que j'ai vu ton post sur X plus tôt dans la journée, donc je sais que tu suis cette histoire. Mais pour nos auditeurs, je veux te montrer 2 ou 3 éléments. On sait bien sûr que le président Trump a dit qu'il allait imposer cette sorte de taxe de 20%, peu importe comment on l'appelle. Vous en avez parlé il y a 1 minute. Eh bien, il y a quelques jours, c'était il y a quelques semaines, Marco Rubio a déclaré que l'Iran ne pouvait pas faire payer de péage dans le détroit d'Ormuz. Et il avait ce petit sourire en coin, que vous pouvez d'ailleurs voir sur la photo là. Il a rejeté l'idée de frais de transit. Selon lui, c'est une voie maritime internationale. Aucun pays n'a le droit d'imposer des péages ou des frais sur une voie maritime internationale. Il a ajouté qu'il pensait que tous les pays de la région seraient d'accord avec ça, sauf, apparemment, un seul. Et voici le général Keith Kellogg sur Fox News, il y a tout juste quelques heures. Je pense qu'il faut appeler ça des frais de maintenance. Je veux dire, on utilise nos navires pour escorter les autres à travers le détroit. Et eux, ils ont aussi des actifs fongibles avec les Iraniens. On parle de milliards de dollars qu'ils peuvent utiliser pour indemniser les compagnies maritimes si leurs navires sont endommagés. Mais je pense que le peuple américain peut être remboursé pour ça. Et remboursé en disant, écoutez, si vous n'avez pas le courage de traverser le détroit sans être escorté par des navires américains, alors vous allez payer des frais de maintenance pour le faire. Et ce n'est pas le seul endroit où on le fait.
on le fait aussi dans le détroit de Malacca. Donc, il y a une manière de procéder. On n'appelle pas ça des frais pour un simple passage guidé à travers le détroit, mais moi j'appellerais ça des frais de maintenance. Et franchement, je ne vois aucun problème à ça. Oui, vraiment, je ne vois aucun problème à ça. Allez, voyons Mike. Il n'y a pas si longtemps, on se moquait des Iraniens parce qu'ils disaient qu'ils ne faisaient pas payer un péage, mais des frais. On trouvait ça absurde. Marco Rubio disait même que c'était contraire au droit international. Et maintenant, ils disent, bon, peu importe, allons-y, faisons-le. Franchement, je trouve ça étrange. Et en tant qu'Américain, c'est aussi humiliant. Eh bien, à chaque fois que j'ai envie de vraiment rire, j'écoute Marco Rubio faire la leçon au monde sur le droit international. C'est vraiment un personnage. Oui, au début, Trump disait que l'Iran ne pouvait pas fermer le détroit, puis il a dit « on va le fermer ». Ensuite, il a dit que l'Iran ne pouvait pas faire payer un péage, et après, eh bien, on fera payer un péage, et comme le commandant que vous aviez tout à l'heure, j'ai oublié son grade, Kellogg. Oui, le général Kellogg, pardon. Je ne suis pas un militaire, je me trompe parfois sur les grades, mais là, il délire complètement. La menace pour la sécurité des navires ne vient pas de l'Iran. L'Iran n'a aucune envie de frapper les navires. Ce que l'Iran veut, c'est que les navires traversent et paient un péage d'1%. La vraie menace, c'est la présence de la marine américaine dans la région. C'est la seule raison pour laquelle l'Iran tire sur ces navires. Ils essayent d'emprunter une route navale qui n'est pas approuvée par le protocole d'accord signé par Trump, lequel stipule que l'Iran peut, en gros, gérer le détroit. Donc, si la marine américaine se retirait, tous ces pétroliers n'auraient plus aucune menace d'attaque. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il est si difficile pour certains généraux de saisir les bases de l'économie. Oui, enfin, ou logique, hein? Ouais, mec. Ouais. Il y a tellement de choses qui vont avec ça, et il y en a tellement sur lesquelles on pourrait s'attarder, comme le général Kellogg, par exemple. Mais il a dit avec une telle assurance que, oui, on pourrait clairement foncer. Parce que, pourquoi pas? Parce que on est américain. On peut faire ce qu'on veut. Sauf que ces jours-là sont finis. On ne l'a juste pas encore compris, parce que ce genre de truc, ça s'est déjà produit. Enfin, si on remonte à 1992, vraiment, depuis cette époque-là, on a fait tout ce qu'on voulait. Peu importe qui se plaignait. On disait, ouais, tu peux pleurer si tu veux. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas m'arrêter? Non. On continue. Et ça a marché. Mais ça avait une date de péremption. Il se trouve qu'on l'a dépassé maintenant et qu'il y a quelqu'un qui nous tient tête. Et on ne sait plus quoi faire, à part continuer comme on a toujours fait, parce que c'est la seule façon dont nos cerveaux sont câblés à ce niveau d'élite complètement pourri. Et voilà pourquoi. Parce que tu vois bien qu'ils n'hésitent même pas à dire des choses grotesquement illogiques, irrationnelles ou contradictoires. Ils s'en fichent complètement et ils n'ont même pas l'air d'en rougir. Et pour moi, ça va faire du mal et rendre encore plus difficile l'ouverture de ce fichu détroit. Tant que la marine américaine est là, ça ne s'ouvrira pas, franchement. Et retiens bien ce que je te dis, Daniel. Le détroit sera toujours sous le contrôle de l'Iran. Point final. À cause de la géographie. Oui, à cause de la géographie. Tu sais, si tu penses qu'on peut bombarder un passage maritime, un détroit qui fait quoi, 25 km de large, ou peu importe. Si tu crois qu'on peut le faire disparaître à coups de bombe, vas-y, essaie. C'est un peu comme cette vieille histoire, tu sais, du cuirassé face au phare. Le cuirassé dit « Nous sommes un cuirassé, vous devez bouger, changer votre cap de 15 degrés vers le nord. » Et le phare, c'est un peu comme « Nous sommes un phare. » Tu vois, c'est ton choix.
Trump est en guerre contre un phare, tu sais, contre la géographie, contre les montagnes, contre la Terre, contre la planète elle-même. Et il est aussi en guerre contre le tableau des éléments, comme toi et moi en avons parlé aujourd'hui. Pense à tous ces éléments, l'hélium, le soufre, le phosphore et tous les autres. On ne peut pas se battre contre l'univers comme ça. On ne peut pas se battre contre la géographie de la planète. Mais tant que les gens ne comprendront pas ça, le monde entier en paiera le prix. Oui. Oui. Et malheureusement, je ne vois vraiment aucun chemin pour que la raison revienne avant que les conséquences ne commencent à se manifester plus tard. Ce qui me fait dire qu'il est très probable qu'on voit ces mauvaises conséquences arriver, peut-être même d'ici la fin de l'année, à l'automne, voire dès la fin de l'été. Je ne sais pas. On verra comment les choses évoluent. Parce que, franchement, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais avec l'état d'esprit qu'ils ont aujourd'hui, avec la façon dont ils parlent, et puis on voit que du côté iranien, apparemment, ils ont dit « Oui, le protocole d'accord, c'est fini, il n'a plus aucune valeur. » Donc laissez tomber, on passe à autre chose. Et Trump, eh bien on entend dire que dans 2 minutes, le blocus va entrer en vigueur et on verra bien comment les Iraniens vont réagir. Tout ça, en réalité, ne fait que repousser encore plus loin la moindre chance de résoudre ce problème. Donc, tout ce dont vous avez parlé pendant toute cette émission, ça ne va faire qu'accumuler encore plus d'ennuis. Eh bien, ce que l'Iran comprend, parce qu'ils ont une grande patience stratégique, c'est qu'à un moment donné, le coût économique pour l'Occident devient insupportable. Et on n'en est pas encore là. On en est probablement à quelques mois. Mais ce jour arrive. Le problème, c'est que quand ce jour viendra, même si Trump dit « Mon Dieu, c'est trop douloureux économiquement, trop risqué politiquement, il faut faire marche arrière », eh bien, revenir en arrière prendra quand même des années. Alors, Daniel Davis, le Parti républicain, va énormément en souffrir politiquement. Parce que pendant des années, les Américains diront « C'est Trump qui a fait ça ». Pourquoi est-ce que je paie plus cher mes courses? C'est Trump qui a fait ça. Pourquoi est-ce que je paie plus cher l'essence? C'est encore Trump. Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à vivre décemment? C'est Trump. Et croyez-moi, les démocrates n'ont même pas besoin d'engager des agences de pub. Il leur suffit de diffuser des extraits de Trump, jour et nuit, pendant toute la campagne, et ça leur fera gagner l'élection. Et après, qui sait ce qu'ils feront de ce pays, avec tout ce marxisme, cette surveillance, cet espionnage et tout le reste. Le peuple américain est dans une situation vraiment difficile. Je veux pas employer de gros mots, mais franchement, c'est pas bon du tout. Pas bon, c'est pas bon du tout. Et franchement, ça donne envie de lâcher des gros mots, mais on va éviter, d'accord? Mais quand même, ça le mériterait, je crois. Écoutez, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais les gens doivent comprendre les conséquences, savoir ce qui se passe, pour qu'ensuite personne ne puisse dire « Attendez, quoi? Ça s'est passé. » Non, parce que grâce à des gens comme vous, à cette émission, au Dr Martinson et à plusieurs autres, ces informations circulent. Tucker Carlson aussi, dans votre émission, parle de tout ça. Les gens doivent connaître la vérité. Donc, première chose, il faut partager tout ça. C'est le moment de faire entendre sa voix, d'une manière ou d'une autre, et de dire les choses clairement. Il faut qu'on sorte de ce bazar, qu'on arrête ces absurdités, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui foutent le désordre là-bas aussi, avec toute cette histoire d'énergie. Il faut qu'on arrête de creuser encore plus profond avant de se retrouver dans une situation vraiment irréparable. Je voudrais ajouter une dernière chose. Nous vivons sur une planète où un peu plus de 8 milliards de personnes dépendent d'une infrastructure. Une infrastructure de nourriture, d'engrais, de carburant, d'énergie, et ainsi de suite. Cette infrastructure est en train d'être démantelée, perturbée. Elle est en train d'être détruite par un triple choc. Si cette infrastructure s'effondre,
elle ne pourra plus soutenir 8 milliards d'êtres humains, Daniel. Ce qui veut dire qu'une partie de ces personnes ne sera plus là dans un an. La question c'est, qui seront ces personnes et qu'est-ce que le monde va essayer de faire pour les sauver? Et presque personne ne se rend compte que c'est là où nous en sommes. On parle ici d'une perte de dizaines de millions de vies, peut-être bien plus. Oui, et à ce moment-là, plus personne ne cherchera à blâmer qui que ce soit, parce qu'il sera trop tard et que des gens mourront. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut essayer de régler une partie de ces problèmes. Merci beaucoup d'être venu, Mike. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, monsieur. C'est toujours un honneur d'être avec vous. Et on vous remercie aussi. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un. Je ne le dis pas souvent, mais aujourd'hui, je le dis. Comme vous avez pu l'entendre dans le dernier commentaire de Mike, c'est du sérieux. On parle ici d'une véritable menace existentielle, pas seulement pour un pays, mais pour l'humanité tout entière. Il faut que ces informations circulent pour que les gens sachent ce qui se passe vraiment. Merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. We'll see you on the next episode of Daniel Davis Deep Dive.